Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous partons à Washington, la capitale des États-Unis. Elle est donc le siège de nombreuses institutions américaines, à commencer par la Maison-Blanche, la résidence officielle du président, mais aussi le Capitole, le siège du Congrès, et on y compte près de 180 ambassades. Mais Washington n'est plus seulement aujourd'hui la capitale administrative, c'est aussi une capitale spacieuse avec de grands espaces verts, où règne une très bonne qualité de vie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Olivier Sureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet comptable Jade Associates. Également avec moi Jean-Philippe Herbeval. Bonsoir Laetitia. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et vous avez travaillé au National Institute of Health de 2001 à 2007. Absolument. Et également avec moi, Sophie Amisli. Vous êtes journaliste web Figaro et vous étiez chargée de communication à l'ambassade de France à Washington de 2013 à 2015. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer cette émission, nous allons tout de suite écouter Emmanuel Pouliquin nous parler des attraits de Washington. Washington est une ville très agréable. C'est une ville qui est à la fois à taille humaine, 1 million d'habitants, intramuros, 3 millions d'habitants si on compte le Greater DC, la grande banlieue qui s'étend sur la Virginie et le Maryland. Et en même temps, c'est donc une ville à taille humaine où il y a relativement peu d'embouteillage pour une grande capitale. C'est une ville très internationale en même temps. C'est la capitale des États-Unis, mais c'est un petit peu, sur certains aspects, quelquefois la capitale du monde si on prend en compte la puissance des États-Unis, la présence du FMI, la Banque mondiale et tout un tas d'organismes internationaux qui y gravitent. Et ce mélange de villes à taille humaine avec des banlieues résidentielles très agréables, desservies par le métro, avec une architecture conçue par un architecte français, l'enfant, juste après la Révolution américaine, qui donne des très belles perspectives, en font un cocktail qui, pour une ville américaine, est très très agréable à vivre. Jean-Philippe Herbeval, on vient d'entendre ce témoignage. Washington, une ville très internationale. Comment vous le ressentez au quotidien, sur place ? Alors sur place, ce qu'il faut voir, c'est que Washington, c'est très international dans le sens où il y a tout d'abord les ambassades, et puis également les grandes institutions de type Banque mondiale, FMI. FMI, par exemple, il y a 146 nationalités différentes. Et puis, il y a surtout, en ce qui me concerne, le plus grand centre de recherche biomédicale, avec 4000 jeunes docteurs qui viennent chaque année de plus de 95 nationalités différentes. Et comme Washington est une petite ville, l'intramuros, on se mélange tous. Et donc, du coup, le côté très international est très fort à Washington. Sophie Amsili, vous disiez que vous avez fait de très belles rencontres. Oui, moi, une des choses qui m'a le plus marquée dans cette ville, c'est le fait qu'on rencontre des gens d'énormément de pays différents, pays dont on n'avait pas encore forcément rencontré des gens avant, et des gens souvent très intéressants qui ont des métiers assez inhabituels. Lesquels, par exemple ? Alors, beaucoup de gens travaillent pour le gouvernement américain. Ils peuvent plus ou moins parler de ce qu'ils font, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur la sécurité nationale. Par exemple, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont dit qu'ils travaillaient sur la sécurité des sous-marins, j'en savais pas plus, mais je savais ça. Ou bien sur des armes non conventionnelles, j'en savais pas plus. On rencontre beaucoup de gens qui travaillent pour le Congrès, des staffeurs du Congrès, des gens qui travaillent dans des think tanks, dans des lobbies, dans des ambassades. Donc beaucoup de... Et vous les rencontriez où, ces gens ? C'est très varié. En fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est pas seulement dans le monde professionnel, c'est aussi dans la vie quotidienne. Ça peut être vraiment par un groupe d'amis. Ça peut même être à la salle de sport, au final. On rencontre des gens qui travaillent dans ce genre d'institution. Dans les lieux de sortie, puisque à Washington, il y a quelques endroits où on se réunit tous, et notamment aux alentours de la World Bank, de la Banque mondiale, pardon. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on rencontre plein de profils différents assez rapidement à Washington. On fait un attrait énorme. Au niveau des secteurs porteurs, du coup, c'est une ville aussi riche d'opportunités. Alors, dans le domaine biomédical, évidemment, avec cette énorme institution donc, qui est le NIH, l'Institut national de la santé, qui est 30 000 employés. Comme je dis, donc 4 000 jeunes doctorants de partout dans le monde qui viennent chaque année. Et l'émergence maintenant de biotech associées.
Donc, c'est sur le plan de la santé, le NIH régule enfin une grosse partie des crédits de la santé aux États-Unis, avec à côté la FDA, la Food Drug Administration, qui valide ou non les médicaments à leur sortie. Donc, du coup, c'est vrai que sur le point de vue du biomédical et du médical, c'est un pôle extrêmement important, au moins aussi gros que Boston et Harvard. Sophie Amsili, vous aviez aussi noté des secteurs, vous étiez dans le domaine des médias. Oui, tout à fait. Donc Washington, dans le domaine des médias, c'est une ville très importante. Il y a bien sûr le Washington Post, mais pas seulement. On trouve le siège de Politico, de la radio NPR, USA Today est en banlieue. Donc c'est pour ça, c'est une ville majeure. Après, de manière plus récente, les grands groupes de la Silicon Valley ont installé des bureaux dans cette ville pour avoir un lien direct avec le gouvernement américain. Donc on peut maintenant, on trouve maintenant les bureaux de Facebook, de Twitter, de Google et de tous les grands groupes qui veulent peser sur Washington. Olivier Sureau. Oui, en fait, pour compléter ce qu'on était en train de dire, c'était, il ne faut pas oublier que Washington est la capitale mondiale du lobbying. Toutes les lois sont promulguées à Washington, puisque le Congrès est basé à Washington. Donc, tout groupe américain a son lobbyiste à Washington pour essayer de donner son influence dans une future loi américaine. Donc, je dirais, c'est le passage obligé pour la plupart des grands groupes américains. C'est pour ça que ça explique notamment que Facebook et de grands groupes ont décidé de s'implanter également là-bas. Alors, pour s'implanter, d'abord, il faut un visa. Et je vous propose d'écouter Delphine Martin nous parler du visa L1. Le visa L1 est le visa de travail temporaire pour les transferts intra-groupes des cadres dirigeants et des travailleurs spécialisés au sein d'une entreprise américaine. Cette catégorie de visa se divise en deux catégories. Les cadres de haut niveau et les cadres dirigeants sous la catégorie L1A, et les travailleurs spécialisés qui bénéficient d'une technicité ou de compétences très spécifiques sous le visa L1B. Dans les deux cas, il sera nécessaire de justifier d'une antériorité d'au moins une année sur les 3 dernières années au sein du groupe. La durée initiale du visa est généralement de 3 ans, qui peuvent être renouvelés par tranche de 2 années, jusqu'à 5 ans pour les L1B et 7 ans pour les L1A. Cette demande de visa, elle doit être sponsorisée par une entreprise enregistrée aux États-Unis. Le dossier devra préciser le profil du demandeur et sa capacité à remplir les fonctions proposées, donc en fournissant les diplômes, certifications professionnelles, contrats de travail, les liens entre les deux sociétés du groupe, et enfin la fonction proposée et les conditions de rémunération qui sont prévues pour celle-ci. Cette demande, elle est déposée directement auprès des services d'immigration et de la citoyenneté américaine, le USCIS. Le délai de traitement aussi entre 3 à 6 mois, mais il existe une possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée en payant des frais de procédure urgente. Il existe une procédure spécifique pour les grands groupes, dite L-Blanket. Ce sont pour les groupes qui ont des transferts de main-d'œuvre réguliers et qui permet ensuite à chaque salarié de déposer une demande de visa L1 directement au consulat. Qu'en est-il de la carte verte ? Le statut L1 et L2 permet de déposer une demande de visa permanent, dit Green Card, lors de leur séjour sur le territoire. Olivier Sureau, on vient d'entendre Delphine Martin, qui est avocate au barreau de Paris. Est-ce que c'est indispensable d'être accompagné d'un avocat d'immigration quand on souhaite s'installer aux États-Unis ? Alors je dirais que c'est indispensable et primordial, parce que bien évidemment, si vous voulez aspirer à venir vivre aux États-Unis, la condition sine qua non, c'est d'avoir un visa de travail, bien évidemment. Donc, pour obtenir ce visa de travail, il est indispensable d'avoir un avocat d'immigration. Donc, je dirais que c'est l'étape nécessaire et l'étape obligée pour ce parcours. Jean-Philippe Herbeval, pour quel visa vous avez opté quand vous êtes parti ? En fait, c'est choisi par l'institution, c'est-à-dire qu'ils ont différents types de visas. Moi, c'était le J1. Et tout était pré-rempli, donc à partir du moment où on arrivait à Washington, on avait déjà son visa. Je n'ai pas besoin de faire une demande sur place. C'était pré-rempli. C'est les visas exchange, c'est-à-dire d'échange entre l'Europe et les États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que lorsqu'on est un conjoint, on n'a pas forcément un visa qui nous permet de travailler sur le sol américain. Quelles sont les options pour les conjoints ? Bon, alors, je ne suis pas avocat d'immigration, ce n'est pas mon métier, mais effectivement, vous avez déjà pour venir, en tant que conjoint, vous avez le droit de venir vivre et d'accompagner votre conjoint pour venir sur le sol américain. Maintenant, pour y travailler, ça va dépendre d'un certain nombre du type de visa que votre conjoint va avoir, en fait. Ce qu'évoquait Maître Martin tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec un visa L1, par exemple, l'avantage, c'est que votre conjoint peut travailler. C'est-à-dire qu'il peut faire une demande de permis de travail et travailler quasiment n'importe où. Et c'est
c'est assez facile comme démarche à obtenir. Après, vous avez d'autres types de visas qui sont assez populaires également. Vous avez le visa d'investisseur, c'est ce qu'on appelle le visa E1 ou E2, dans lequel en général le conjoint peut aussi travailler. Et enfin, vous avez le visa H1, qui est le visa de personnes qui ont une qualification assez particulière. Par contre, ce visa H1, le conjoint n'a pas le droit de travailler. Il faut savoir aussi parler anglais. Alors la langue, effectivement, ça paraît un petit peu, pas pour obtenir le visa, mais ensuite pour venir. Travailler. Alors ça paraît un petit peu bizarre comme question souvent, mais c'est vrai que c'est la condition basique, c'est de pouvoir parler l'anglais. C'est vrai que moi j'avais une petite anecdote à ce sujet-là. J'ai eu le cas une fois, un client qui est venu s'installer, donc qui est venu acheter un restaurant aux États-Unis, un restaurant qui avait quand même une certaine taille puisqu'il avait plus de 100 employés. Et toutes les semaines, il faisait des meetings avec ses employés. Et chaque semaine, il m'appelait pour que je puisse traduire le meeting à ses employés. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Malheureusement pour lui, justement, ça n'a pas marché. C'était une des sources, entre guillemets, d'échec pour lui. C'est qu'il n'a pas pu se faire comprendre, pas pu communiquer comme il le voulait. Et ça ne l'a pas aidé. Et ça, c'était un peu dommageable. Jean-Philippe Herbeval, vous avez aussi des anecdotes? Non, pas trop. C'est une anecdote, c'est plutôt une façon de fonctionner. Au NIH, comme il y a 90 nationalités différentes, il y a une minorité d'Américains, donc on ne parle pas l'anglais, on parle le NIHien, qui est une sorte de mélange d'accents. C'est-à-dire la grammaire est identique, mais les accents sont mélangés. Donc les purs Américains, parfois, ils ont un peu du mal à nous comprendre à Bethesda et au NIH quand on parle l'anglais. Mais les gens, quand ils sont sur place... C'est aussi le reflet de Washington. Tout à fait, absolument. Et donc, du coup, c'est une ville américaine où les gens sont habitués à entendre un accent qui est différent de celui parlé normalement. Donc, c'est encore plus simple d'accès. Quand on va au Texas, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir l'accent français, alors que là, à Washington, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a beaucoup d'Haïtiens chauffeurs de taxi à Washington qui parlent français, donc du coup, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de barrières à Washington. Sophia Amsili, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones. En fait, on ne s'attend pas forcément à en rencontrer autant. Après, moi, j'étais dans une situation un peu particulière parce que je travaille beaucoup en français. Mais évidemment, c'est nécessaire de parler un minimum. Alors, je vous propose de continuer de parler de Washington, mais on va s'intéresser à la création d'entreprises et on va écouter Sophie Caporossi nous parler de l'implantation aux États-Unis et notamment à Washington. Créer une entreprise aux États-Unis est une chose assez facile. Pour ma part, ça m'a pris 1 heure. Au préalable, bien sûr, je me suis renseignée simplement sur des recherches Internet et en particulier, je conseille fortement le site nolo.com qui est un site d'information juridique et qui comprend tout ce qu'il faut savoir sur une entreprise. Pour la formule que je souhaitais créer, à savoir une LLC, les métiers de Liability Company, donc c'est une compagnie à responsabilité limitée. Comme je suis seule propriétaire, ce serait l'équivalent d'une EURL, et si on était plusieurs, une SARL. Donc pas besoin d'avocat, des informations relativement simples à renseigner et un paiement de 200 ou 300 $ annuels. Voilà, à l'État du Maryland dans lequel je suis basée. Washington DC est une ville qui s'étale sur 3 États américains, le District of Columbia qui est la ville-centre Washington même, et la banlieue qui est soit dans le Maryland, soit en Virginie. La Virginie est fortement attractive en termes de fiscalité d'entreprise d'ailleurs. Olivier Sureau, est-ce que c'est si simple de s'installer aux États-Unis, à Washington plus Alors sur le principe, je suis d'accord avec ce que l'on vient d'évoquer sur Washington, enfin notamment le District Columbia, Washington DC. C'est assez simple, c'est relativement peu coûteux. Alors ça va quand même, en termes de frais, ça varie de 220 $ à 1650 $. En termes de délai, c'est relativement rapide effectivement aussi. C'est-à-dire qu'on peut même obtenir la création de sa société en 24 heures le jour même si on rajoute 100 $. En revanche, là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est que même si on est tout seul, même si on est plusieurs associés, il y a une chose qui est très, très importante à mes yeux, c'est d'avoir quand même recours à un avocat pour effectuer les statuts et les articles d'incorporation de sa société, le pacte d'associés. Pourquoi? Parce que si un jour on a un litige, c'est très important de savoir, un litige avec un fournisseur ou un client, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est casser votre responsabilité limitée. Et comment casser votre responsabilité limitée? C'est montrer que finalement, il n'y a pas de frontière entre la personne physique et l'entité. Et c'est pour ça que moi, je trouve que passer par un avocat pour au moins avoir recours à effectuer
ces articles, en fait, son pacte d'associés est très important parce que ça va plus vous protéger, ça vous donnera une protection supplémentaire. Donc, créer sa société, oui, c'est rapide, mais je recommande quand même de bosser par un avocat pour effectuer son pacte d'associés. En ce qui concerne le droit du travail? Alors, le droit du travail est, je dirais, bon, par rapport au droit fédéral est relativement simple également. On a un employment at will, ce qu'on dit au bon vouloir de chacun. Il faut savoir que la particularité de Washington, c'est qu'il y a un taux minimum qui existe dans Washington même. C'est-à-dire que le taux fédéral est proche de 8 $ au niveau fédéral. Au niveau de la ville de Washington, vous avez un taux minimum par heure qui est de 11,50 $, sachant que d'ici 2020, Washington a décidé de mettre ce taux à 15 $. Donc chaque année, on va augmenter le taux minimum de 0,70 cents. Donc ça fait quand même à la fin le double du salaire minimum fédéral. Ça, c'est la première chose à connaître par rapport à Washington. La deuxième chose qu'il faut connaître également, c'est qu'on a une durée hebdomadaire, ça c'est plus au niveau des États-Unis, qui est de 40 heures. Donc toute heure supplémentaire est rémunérée à un taux de 1,5 du taux horaire. Concernant les chiffres de la fiscalité, c'est plus avantageux qu'en France et comme comparaison par rapport à d'autres États aux États-Unis. Par rapport à d'autres États, bon, de manière globale, la fiscalité par rapport à la France, ça dépend de ce qu'on veut comparer, mais globalement, elle est plus ou moins similaire. La grande différence, ce sont les charges sociales. Mais au niveau de la fiscalité à proprement parler, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on compare, c'est la fiscalité des États. Parce que peu importe où vous êtes aux États-Unis, vous allez payer la fiscalité fédérale. Après, dans un second temps, vous allez payer la fiscalité dans l'État où vous habitez. Donc, au niveau de l'État, au niveau de Washington DC, du District of Columbia, on a un taux au niveau en plus de l'impôt fédéral qui varie de 10 à 39 %. Vous allez rajouter un taux qui va varier en moyenne, je dirais, de 8 %. Donc, c'est ça l'impôt au niveau de l'État, au niveau individuel. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, en plus de l'impôt fédéral, vous allez avoir là un impôt qui va se rajouter à l'impôt fédéral qui est en moyenne de 30 %, qui est de 9 % au niveau de Washington DC, et donc qui se rajoutera à l'impôt fédéral. D'où la nécessité de se faire accompagner par un cabinet comptable. Absolument. Au niveau du choix de votre implantation, ce sera important, tout à fait. Alors, on ne peut pas parler des États-Unis sans parler de Donald Trump, puisque c'est l'actualité. Est-ce qu'il y a une inquiétude générale aujourd'hui à Washington? Alors, j'ai parlé pour le domaine de la recherche, parce que mes collègues américains, je pense que le mot qui domine, c'est incertitude et inquiétude. Puisque le NIH, donc, c'est 26 milliards de dollars de budget, donc ça régule vraiment tout le système de recherche aux États-Unis. Et ils sont habitués à avoir des républicains et des démocrates où ils connaissent les gens, donc ils savent à qui ils auront affaire. Là, pour le coup, tout a été changé, ce ne sont pas des républicains typiques, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc mes collègues américains sont inquiets, ils ne savent pas du tout quelle est la politique de recherche de Donald Trump et de son cabinet. C'est vraiment l'inquiétude, c'est l'attente et l'inquiétude. C'est aujourd'hui le point noir, on pourrait dire, en matière d'économie et des États-Unis, si on parle de Washington, parce que pour l'instant, tout allait bien et c'est... Vous êtes d'accord? Oui, en fait, j'ai interrogé mes anciens collègues et j'ai eu exactement le même point de vue. C'est une ville qui a eu un certain choc avec l'élection. Faut se souvenir que c'est une ville démocrate. Vous avez vécu l'âge d'or, vous disiez? Oui, exactement. En travaillant sous Obama, c'était les relations franco-américaines étaient quand même assez bonnes. Et donc voilà. Après, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur le quotidien à Washington? C'est une ville qui a toujours été démocrate. Il y aura forcément beaucoup de gens qui vont venir travailler pour l'administration républicaine, mais l'essentiel de la ville reste une population à majorité démocrate. Excepté le secteur de la santé, est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme le numérique, les technologies qui pourraient être aussi touchées par... Alors, c'est toujours pareil, c'est l'attente, puisque ce qui est un peu surprenant concernant l'élection de Donald Trump, c'est que si tant est qu'il puisse incarner l'Amérique, c'est l'Amérique des années 70, c'est-à-dire c'est le pétrole et le bâtiment. Donc plus tourné vers le passé que vers l'avenir. Absolument. Et la puissance américaine actuelle, elle est quand même sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, sur les biotechnologies. Bref, c'est le monde de demain n'est pas basé sur le pétrole et sur l'immobilier. Donc c'est vrai que là encore, on ne sait pas du tout quels seront les grands principes que va appliquer l'administration Trump. Donc c'est encore une inquiétude majeure.
Olivier Sureau. Oui, c'est vrai que dans notre domaine, nous également, hein, c'est l'attente puisque Donald Trump va annoncer des réformes fiscales importantes. Alors, ces réformes fiscales qui prévoient des baisses d'impôts importantes, et pour l'instant il s'y tient, il a réannoncé qu'il allait les faire. La grosse interrogation au-delà de l'aspect fiscal, quelles vont être les répercussions au niveau économique également, puisqu'en fait on sait très bien que ça va creuser le déficit budgétaire américain. On ne connaît pas encore l'impact sur le court terme, on connaît l'impact puisqu'il va y avoir un déficit budgétaire qui va se creuser de façon abyssale, assez conséquent. De l'autre côté, on ne sait pas si sur le moyen terme, est-ce que les réformes fiscales vont avoir un effet bénéfique ou pas. Justement, on parlait des industries phares dans le passé. Là aussi, on voit les effets d'annonce qu'actuellement Donald Trump donne au niveau de l'automobile. Il essaie de faire revenir l'automobile. Donc, c'est un peu ce qu'on dit dans les années précédentes. C'est ce qu'il veut refaire. Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? C'est encore l'interrogation. Aussi, il ne faut pas oublier que le déficit budgétaire est conditionné aussi avec des données géopolitiques comme la Chine, parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui finance le déficit budgétaire américain. Est-ce qu'en attaquant la Chine, est-ce que la Chine va continuer à soutenir financièrement les États-Unis? Ça, on ne sait pas. Donc, je rejoins mes collègues. Aujourd'hui, c'est inquiétude, attentisme. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est un point d'interrogation. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas un mot dans la campagne sur les nouvelles technologies, sur le monde de demain. C'est très surprenant, surtout à Washington, où c'est quand même très présent, de se dire ils ont élu quelqu'un qui ne parle pas du futur. C'est très surprenant. Alors, on va continuer à parler de tout ça, mais tout d'abord, on fait une pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler des différences culturelles entre Français et Américains. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Washington, la capitale des États-Unis. Et je rappelle aux internautes qui peuvent nous poser des questions et nous suivre sur le site des 24 heures chrono de l'International, sur Mondissimo et sur TV5. J'ai le plaisir d'accueillir José Le Saunier. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chef secteur Amérique de l'AEFE. Et nous allons aborder un point essentiel qui sont les différences culturelles aux États-Unis. Jean-Philippe Herbeval, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le monde du travail? Alors, le plus frappé, et c'est pas uniquement pour moi, mais je pense beaucoup de mes amis, c'est qu'on fait confiance très tôt. C'est-à-dire que la barrière de l'âge n'existe pas. Donc, on vous donne des responsabilités très tôt. On demande de faire les preuves. Mais une fois que vous avez fait vos preuves, on n'hésite pas à vous confier des projets à plusieurs millions de dollars qui, en Europe, n'existent quasiment pas.
Et pour embrayer sur ce que dit Jean-Philippe, c'est même un atout. La jeunesse aux États-Unis, quand vous êtes entrepreneur, moi je vois mon cas à moi, hein, j'ai créé mon entreprise très jeune aux États-Unis, et dans le domaine dans lequel je suis actuellement, ça aurait été très compliqué, peut-être même impossible, de faire ce qu'on a fait en France et de le dupliquer aux États-Unis. Ça a été beaucoup plus simple parce que finalement, d'un handicap, entre guillemets, c'est devenu un atout. Et c'est vrai que je rejoins entièrement ce que dit Jean-Philippe, c'est quelque chose qui est très frappant. Est-ce que cela signifie qu'on vous fait confiance plus rapidement ? Pas forcément, je pense pas forcément plus rapidement, mais par contre, il faut aller plus vite dans beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on vous demande, entre guillemets, de percuter plus vite, de prendre des décisions plus rapidement, mais vous êtes formaté pour. Hein, je pense c'est lié aussi dans le monde éducatif également, hein, notamment universitaire. On vous apprend à aller vite, à travailler plus tôt peut-être également, et on va vous demander d'aller plus vite, mais on va pas vous faire confiance aussi facilement également. Et puis en même temps, c'est ce qu'on dit souvent dans le business américain, vous montez vite, mais il faut descendre vite également. Et la confiance donc passe plutôt par l'expérience que par la formation. Absolument. C'est un bon résumé. Parce que si on vous fait confiance jeune, c'est que forcément vous êtes opérationnel plus rapidement, etc. Vous êtes opérationnel, vous êtes compétent, vous travaillez et puis vous produisez des résultats. Sophie Amsili. Oui, moi je pensais à une différence culturelle qui est pas dans le même, pas exactement la même chose, mais une des choses qui est assez frappante, je trouve, au quotidien à Washington, c'est qu'il y a une culture du networking qui est très développée. On m'a souvent dit on ne peut pas travailler à Washington sans carte de visite. La tradition, on va dire, c'est on se rencontre, on se donne son nom et puis on se donne sa carte de visite en disant où est-ce qu'on travaille. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste une habitude à prendre. Étant donné que déjà les Américains sont très facilement accessibles, on engage facilement une conversation. C'est quelque chose qui vient après facilement. Donc, vous avez une carte visite en allant prendre un café. Oui, toujours l'avoir à portée de main. Moi, ce que je dirais aussi comme autre différence culturelle importante, c'est le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, dans une conversation aux États-Unis, on va vous demander combien vous gagnez très facilement. Et les gens le disent facilement. Le rapport à l'argent est différent de ce qu'on a en France. En fait, en France, on n'a pas pour ambition, en général, on ne dit pas combien on gagne, c'est quelque chose d'assez secret. Et aux États-Unis, je ne dis pas une des premières choses qu'on vous demande, mais le rapport à l'argent n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. C'est vrai, et c'est même sur un point de vue, on va dire, philosophique, la différence majeure entre l'Europe et les États-Unis, c'est on ne va pas juger qui vous êtes, mais ce que vous faites. Et ça change tout. Absolument. C'est-à-dire en France, surtout en France, on est obsédé par notre background universitaire, Absolument. etc. Aux États-Unis, il faut l'avoir très bien, mais après, on est jugé sur une période d'essai. C'est montre-moi ce que tu es capable de faire, et dans ce cas-là... et après, par contre, on sait qu'on vous fait confiance. C'est-à-dire que vous avez votre période, et après, vous pouvez y aller, et vous savez que derrière, les gens vont vous soutenir. Je vous propose de faire une pause et de se retrouver juste après pour parler des atouts au quotidien à Washington. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Washington et je rappelle aux internautes qui peuvent nous poser des questions en cliquant sur le bouton en bas du site des 24 heures chrono de l'International. Alors, le cadre de vie agréable à Washington, est-ce le cas ? Alors oui, c'était. Alors moi, donc j'ai vécu entre 2001 et 2007, donc je pense que c'est un tout petit peu changé. Mais oui, le cadre de vie est très très agréable à Washington. Ça a l'avantage d'être une ville donc, quand même qui remue beaucoup, avec beaucoup de turnover, et en même temps avec beaucoup d'espaces verts, avec beaucoup de jardins. Donc on a à la fois une vie intense, mais reposante dès qu'on sort du milieu du travail. Donc, Sophie Amsili, vous vous déplaciez à vélo, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis totalement d'accord. Alors moi, j'y ai vécu du coup de 2013 à 2015, donc c'était un petit peu après, et j'ai eu la même impression. Je dirais que c'était même la meilleure surprise que j'ai eue en arrivant dans cette ville. C'est que, d'ailleurs, on m'avait dit avant que j'y aille que c'était une ville un peu provinciale, avec un ton un petit
peu dédaigneux. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un excellent équilibre entre une ville animée et quand même avec un très bon cadre de vie, pas trop dense et assez verte. Du point de vue de la sécurité, ça s'est assaini. Alors, c'est devenu une ville branchée, en fait. C'est devenu une ville branchée depuis, on va dire, les années 2006-2007. Alors, en 2001, c'était la capitale mondiale du crime, quand même, avec Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, quand on part, on était un petit peu inquiet. Et puis, année après année, ça s'est vraiment amélioré. Notamment, les quartiers ont été totalement rénovés. Et c'est vrai que l'insécurité, elle est plus trop présente, en tout cas pas plus que dans les grandes métropoles européennes. Ça se ressent pas plus que ça. Mais ça a évolué les dernières années. Au niveau de la scolarité, quelles sont les possibilités pour les Français qui ont des enfants et qui souhaitent les scolariser à Washington? Alors Washington accueille un lycée français qui s'appelle le lycée français international Rochambeau, qui existe depuis de nombreuses années, qui scolarise des enfants de la maternelle jusqu'à la terminale, qui les prépare au bac français avec l'option internationale américaine, dans les 3 séries générales, le bac L, le bac ES et le bac S. Le lycée accueille un peu plus de 1000 élèves, avec à peu près 50% d'enfants de nationalité française, une bonne part d'élèves américains, et puis ce qu'on appelle dans notre jargon des étrangers tiers, c'est-à-dire des enfants qui ne sont ni français ni américains, qui sont souvent les enfants des diplomates des ambassades, puisque comme on est dans la capitale, on a évidemment un grand nombre d'ambassades et beaucoup d'enfants de diplomates utilisent le réseau de l'AEFE pour scolariser ses enfants au gré des mutations. Et quel est le coût de cette scolarité? Est-ce qu'il y a des bourses aussi? Alors, le coût de scolarité, selon le niveau dans lequel les enfants sont scolarisés, va de 16 000 € par an à 20 000 € par an, les 16 000 étant pour les petites classes, les 20 000 pour les grandes classes. Pour les familles qui rencontreraient des difficultés, l'AEFE a un système d'aide à la scolarité qui est organisé un petit peu sur le même modèle que ça existe en France, mais qui, comme on est à l'étranger, est géré par le consulat général de France à Washington. Donc les familles récupèrent un dossier, il y a un dossier qui est instruit, qu'ils récupèrent dans l'établissement, qui est ensuite géré par le consulat. D'accord. Voilà. Alors, je vous propose de faire une pause, puisque c'est le mot de la fin, et de se retrouver juste après pour parler du marché immobilier. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Washington, la capitale des États-Unis, et on va parler marché immobilier. Je crois que Sophie Hamsley, vous avez des anecdotes à nous raconter. Oui, je crois que ça a été la plus grande difficulté d'installation. En arrivant à Washington, j'ai passé... je pense que j'ai mis à peu près 2 mois à trouver un endroit vraiment pour vivre. Comparable à Paris, du coup, au niveau des démarches pour trouver un appartement. Vrai. Oui, c'est vrai. Les difficultés étaient un peu différentes. En arrivant, ma première difficulté, ça a été de bien repérer les différents quartiers, sachant que le réseau de transport n'est pas si bien développé que ça. Et pour comparer, par exemple, à Paris, je dirais que c'est plus comme s'il y avait le RER et pas le métro. Donc, des stations qui sont assez éloignées les unes des autres. Donc, il faut déjà bien étudier ça parce que les distances, du coup, sont assez longues. Une fois qu'on a repéré ça, il faut savoir que les surfaces sont plus grandes qu'en France. Et comme les loyers sont élevés, du coup... c'est le plus courant est de se mettre en colocation. Et là, bon, il y a évidemment Craigslist sur lequel tout le monde, le site sur lequel tout le monde passe son temps pour trouver un appartement. Évidemment, le bouche à oreille également. Et il faut faire le tri entre les colocations qui n'en sont pas vraiment. J'ai déjà visité des choses où voilà, la chambre était en fait dans la cuisine et il y avait juste un rideau qui séparait. Donc ça, il faut faire le tri. Avec la douche. Voilà, c'est ça. Et puis les autres qui sont très bien, mais où il y a une forte concurrence et on
a l'impression de passer un entretien d'embauche. Donc je dirais que c'était l'aspect le plus difficile de l'installation, mais qu'après, une fois installé, c'est quand même des appartements confortables. Au niveau des démarches, du dossier à constituer pour présenter lorsque vous souhaitiez louer, mon expérience a été que c'était plus simple qu'en France. J'ai juste eu le petit souci quand on m'a demandé l'historique de crédit, qui est une démarche très courante là-bas, et n'étant pas américaine, j'en avais pas. Dans mon cas, il a suffi d'une lettre de mon employeur et ça s'est réglé. Donc. Jean-Philippe, pardon. Est-ce qu'il y a des quartiers à éviter ? Alors, il y avait des quartiers à éviter, c'est surtout, on va dire, le sud-ouest de Washington, qui reste encore une zone assez dangereuse. Mais globalement, maintenant, avant, le danger était dans le downtown, donc ce qui paraissait bizarre entre la Maison-Blanche et le Capitole. Et maintenant, tout a été rénové, c'est devenu au contraire un endroit très branché, donc il n'y a plus trop de vrais quartiers trop dangereux à Washington. Où se situe l'école française à Washington ? Alors, l'école française se situe dans le quartier de Bethesda, qui est un quartier plutôt huppé, voire très huppé. Voilà. Elle est installée sur 3 sites, en fait, cette école, mais qui sont tous sur cette périphérie. Et j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais j'en profite, puisque vous me redonnez la parole. Je conseille aux gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient inscrire les enfants dans cet établissement de s'y prendre le plus tôt possible. Parce que comme c'est le seul établissement de programme français, selon les niveaux dans lesquels on souhaite inscrire ses enfants, il peut y avoir des difficultés. Juste une petite remarque, Bethesda, c'est la ville la plus intellectuelle du monde, puisque c'est la plus grande concentration de docteurs au mètre carré. Et avant d'évoquer le système de santé aux États-Unis, pour avoir une image de Washington, comment est constituée cette ville ? Ça se divise en 4 quartiers, c'est ça ? Oui, globalement, c'est 4 quartiers, avec le nord et puis l'est qui est plutôt huppé, même très huppé, et le sud qui est plus pauvre et qui est assez séparé. C'est vrai que c'est assez ségrégué comme... Puis je crois qu'il ne faut pas oublier que Washington même, je crois, je ne sais plus où je l'avais vu, mais la ville, la Washington, le centre de Washington accueille quand même 1 million de personnes en plus pendant la journée, parce que beaucoup de gens se déplacent, il y a beaucoup de trafic en voiture, et donc vous avez 1 million d'habitants en plus pendant la journée à Washington, ce qui est quand même assez important, et ce qui montre aussi que beaucoup de gens habitent autour de Washington, en fait. Avant de terminer cette émission, nous allons aborder le système de santé aux États-Unis et je vous propose d'écouter Elisabeth Lombard nous en parler. Le système de santé est très intéressant. Vaut mieux avoir une assurance maladie. J'ai la chance, grâce à Airbus, d'avoir une très bonne assurance maladie qui couvre une grosse partie des dépenses médicales. Il y a une époque où j'avais ni assurance en France et ni assurance aux États-Unis. Et j'ai eu un problème dentaire et l'extraction d'une dent ici me coûtait 1 500 $. En France, 150 €. Donc, faites la différence. Ceci dit, ça permet de réfléchir aussi et ça permet d'aller moins souvent chez le docteur. On y va que vraiment quand on est malade. Olivier Sureau, une réaction à ce témoignage ? Je compléterai en disant c'est indispensable. Il faut vraiment avoir une couverture médicale, surtout quand on vient en famille, parce que quand vous avez des enfants, c'est quand même une responsabilité. Et ne jamais penser qu'on peut s'abstenir d'avoir une couverture médicale, parce que déjà, ça va très très vite. C'est vrai que le cas dentaire, encore 1 500 $, je trouve que c'est pas cher. Moi, j'ai vu des gens avoir 8 500 $ pour avoir fini aux urgences. Et donc 8 500 $, il faut les payer à la fin. Donc ça, c'est indispensable. Donc, première chose, vraiment obtenir sa couverture médicale, se protéger. Il faut également savoir aussi dans le cadre d'Obamacare, qui pour l'instant est toujours existant, vous avez l'obligation en tant que résident américain, n'oubliez pas que la définition de résident américain, c'est pas, peu importe votre statut de migration, à partir du moment où vous habitez aux États-Unis, même avec un visa de travail, vous êtes résident américain au sens de la fiscalité et sociale, ce qui veut dire que vous avez l'obligation de souscrire à une couverture médicale. Et cette couverture médicale également, elle doit rentrer dans le cadre de la Obamacare, et donc parfois même une couverture étrangère ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Donc vous allez vous retrouver à payer des pénalités sur votre déclaration fiscale chaque année, parce que vous n'avez pas cette couverture médicale. Donc il faut vraiment le faire parce que en cas de pépin, ça peut vous coûter très cher, mais également, je dirais que il faut même pas essayer d'économiser de l'argent là-dessus.
Jean-Philippe Herbeval, vous êtes dans le domaine de la santé. Quels sont vos conseils pour les Français qui souhaitent s'installer aux États-Unis? Comme dit Olivier, c'est indispensable d'avoir une couverture sociale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est l'employeur qui paye. Donc, on est quand même plutôt bien couvert. Quand on a un emploi, si on le perd, c'est beaucoup plus problématique. Mais c'est indispensable parce qu'un tour aux urgences, c'est minimum 5 000 €. S'il y a la moindre intervention, on est à 10 000, 15 000. Donc, c'est indispensable. Mais généralement, quand les employeurs font ça très bien. Alors, avant de terminer cette émission, Sophie Amsili, qu'est-ce qui amène les gens à Washington? Parce que c'est une ville sans réel problème, avec une belle qualité de vie. Mais finalement, qu'est-ce qui attrait les gens dans cette ville? Clairement, je pense que ce qui amène les gens à Washington, c'est le travail, c'est l'opportunité professionnelle, c'est ce que je disais, un tremplin pour leur carrière. Après, ce qui les fait rester, je pense que c'est le cadre de vie, parce que c'est un cadre de vie qui est plus agréable que ce qu'on croit au premier abord, un bon équilibre, comme je l'ai dit. Donc voilà, clairement, c'est ça qui les fait rester ensuite. Vous avez gardé des contacts de rencontres que vous avez faites à Washington? Alors, bien sûr. Alors, tous mes amis que j'ai rencontrés sur cette période, on fait chaque année le DC Family, et on se retrouve à Paris ou à Londres, ça dépend, et on se fait, bien sûr, et c'est vraiment des rencontres majeures, en tout cas pour moi, et parce que ce sont des mondes différents qui se télescopent. Donc moi j'étais dans le monde de la recherche et puis j'ai rencontré des gens du business, des avocats, des gens de l'ambassade, et donc du coup ça donne un monde qui est tout à fait passionnant. Donc allez à Washington. C'est le mot de la conclusion. N'oubliez pas de regarder les bonus sur le site des 24 heures chrono de l'International. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, partager votre expérience sur Washington. Les 24 heures chrono continuent et nous partons tout de suite au Cap en Afrique du Sud. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.